qui n'ont pas pu se joindre à nous. Alors, avant de laisser la parole à la déléguée générale de la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire, Madame Karine Sfar, qui vous présentera en fait, en détail la fédération ainsi que le fonctionnement du club, je tenais à vous présenter notre experte du jour, plutôt du soir, on peut dire, Madame Stéphanie Subot, qui est fondatrice de ASC Consulting, qui accompagne les entreprises dans plusieurs domaines liés aux achats et au sourcing. Alors, notamment la définition et la mise en œuvre de la stratégie achat et supply chain, le recentrage, prochain port et Made in France, la diversification Maghreb, Europe de l'Est et la recherche de nouvelles zones de sourcing, le développement et l'optimisation de la rentabilité. Et Stéphanie, vous avez également une expertise dans un sourcing de matières alternatives, innovantes et durables qui sont certifiées au Cotex et GOTS. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, vous savez tous que la crise du Covid-19 pèse lourdement sur l'économie mondiale et perturbe la filière textile habillement de manière sévère. Nous avons des frais maritimes multipliés par 6 actuellement, baisse de quantité commandée, les productions ralenties, les magasins fermés. Et la question du jour, quelle stratégie sourcing mettre en place cette année? La situation actuelle force aussi les entreprises à revoir complètement leur politique sourcing pour aller vers un sourcing plus customer-centrique, vers un sourcing à la demande, tout en repensant les rythmes de collection, les saisonnalités de collection, les quantités, le calendrier commercial et la gestion des stocks. Du coup, dans ce contexte qui est assez compliqué, les relations avec les fournisseurs, qui sont aussi fragilisées par la crise, ces relations, il est de plus en plus en fait difficile de négocier avec les fournisseurs. Nous constatons également qu'il y a de plus en plus de sociétés qui sont à la recherche de nouveaux fournisseurs et qui sont aussi en train de diversifier, voire d'équilibrer leurs zones de sourcing entre grands et prochains ports. Il est aussi important de savoir négocier avec ces nouveaux fournisseurs. En fait, on peut intituler notre webinaire d'aujourd'hui « Savoir négocier avec les anciens et les nouveaux fournisseurs ». Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je passe les paroles à Madame Sfar qui vous présentera brièvement la fédération ainsi que le club. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Ouliana. Bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci à Stéphanie de nous accompagner, de venir animer ce webinaire avec nous. Stéphanie, comme l'a dit Ouliana, nous accompagne déjà sur pas mal de sujets dans des webinaires pour les jeunes créateurs, mais aussi dans des formations que nous organisons. Donc, un grand merci Stéphanie, avant de te repasser la parole sur le sujet. Donc, je vais vous présenter, moi, assez rapidement la Fédération de la maille, de la lingerie du balnéaire et la mise en place de ce club jeunes créateurs, assez rapidement, puisque ce n'est quand même pas tout l'objet de ce webinaire de ce soir. Donc, moi, je suis Karine Sfar, je suis déléguée générale de la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire. Donc, en quelques mots, alors je suis désolée, il y a peut-être des adhérents déjà bien établis, comme l'a dit Ouliana, de la Fédération, qui connaissent déjà très bien tout ça, mais c'est surtout à vocation des jeunes créateurs qui ne connaissent peut-être pas encore forcément et à qui c'est bien de présenter un peu les différentes missions et expertises de la Fédé. Donc, en 2 mots, la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire. Donc, c'est une fédération qui comporte en son sein une centaine d'adhérents qui regroupe un peu l'ensemble de la filière, à la fois l'amont avec des gens qui produisent, qui produisent des tissus, des étoffes, donc des étoffes mailles, d'où la notion de fédération de la maille, des gens qui fournissent aussi toute une partie d'accessoires, de matières premières, notamment pour la lingerie et le balnéaire, mais nous avons aussi en notre sein des marques, des confectionneurs et des marques qui sont aussi à la fois confectionneurs et distributeurs, avec à la fois toute une partie sur des mailles historiques de la maille, donc des gens comme Petit Bateau, comme Lacoste, comme des sociétés de maille comme Griffon, comme Devernois. Et nous a rejoint aussi depuis les années 2008 toute une partie sur la lingerie avec les grandes des entreprises de la lingerie, de la corsetterie pour femmes et du balnéaire. Donc, les principaux objectifs de la fédération, comme toute fédération, c'est de travailler sur une partie de lobby, donc de rassembler et défendre l'ensemble de notre communauté d'adhérents auprès des pouvoirs publics,
à la fois au niveau français, mais aussi au niveau européen, puisqu'on est en lien, bien sûr, au niveau français avec l'Union des industries textiles, qui est la branche qui nous représente, mais aussi l'UFIM, qui concerne la mode et l'Union de la mode et de l'habillement, et bien sûr en lien avec le MEDEF. Et on a aussi un représentant au niveau européen, qui est Euratex, qui est la Confédération européenne du textile et l'habillement, donc qui regroupe à la fois le textile et l'habillement dans les différents pays européens. Donc, indépendamment de toute cette partie de défense de nos industriels, donc c'est des défenses en termes réglementaires, en termes d'aide sur toute la partie avec les douanes, les relations avec les douanes, la DGCCRF, la normalisation. On a aussi développé dans ce cadre-là plusieurs expertises au sein de la fédération. Donc, ce sont des expertises qui sont orientées dans 4 grands domaines, qui sont à la fois le juridique réglementaire, avec une équipe de juristes qui vous accompagne sur toutes les problématiques à la fois réglementaires, produits, la toxicité, l'étiquetage des produits, mais aussi toute la partie sur le droit commercial, les relations fournisseurs-distributeurs, la propriété intellectuelle. Donc, vraiment une partie très large. Une autre expertise sur tout ce qui concerne l'innovation, l'aide sur la connaissance produit, sur les textiles innovants, les smart textiles, mais aussi sur le développement durable. Donc, le développement durable dans toutes ses composantes, à la fois que ça soit la partie RSE, toute la partie aussi de la sécurisation des achats, des zones d'approvisionnement, mais aussi sur toute la partie éco-conception, label, mise en place de démarches éco-responsables, de communication, comment bien communiquer, sur toute la partie aussi des allégations environnementales qui se développent de plus en plus, le bio, comment utiliser tel label, telle allégation. Donc là, il y a vraiment un foisonnement de choses qui se développent en ce moment et sur cette partie-là, la fédération est bien positionnée depuis très longtemps. Une partie donc sur le développement international dont s'occupe Ouliana, qui vous a fait une première présentation sur le sourcing. Donc, sur le développement international, elle travaille à la fois sur la partie d'aide aux entreprises pour leur sourcing, donc bien sûr avec un focus qui se fait de plus en plus sur le sourcing proche import, sur le sourcing européen, le Portugal, mais aussi la France qui revient au galop, mais aussi un développement international pour aider donc toutes les entreprises que nous avons au niveau de nos adhérents, qui sont des marques qui distribuent, et donc elles les aident aussi sur la distribution de leurs produits, typiquement avec une connotation French Touch, dans les différents pays où ils veulent s'implanter, donc que ce soit les zones comme l'Amérique, les zones d'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, mais aussi sur toute la zone Asie, avec notamment par exemple le Japon qui est très friand de tous les produits français, et aussi sur d'autres zones, même en Europe. Donc voilà, donc c'est le développement international, sourcing et distribution, et aussi une partie, donc une expertise sur toute la partie distribution et pratiques commerciales, dont s'occupe aussi Ouliana qui travaille en binôme avec Bérénice, sur toute une partie aussi de l'aide sur les nouveaux canaux de distribution, le figital, la partie e-marketing, toutes ces nouvelles façons de consommer et de distribuer. Donc voilà sur les expertises de la fédération, et ces expertises sont déclinées en fait dans des actions de veille, des actions de conseil pour nos adhérents, mais aussi sous forme de tout un panel de formations que nous organisons au sein de la fédération. Et donc nous sommes organismes de formation et nous avons un catalogue avec une 60aine de formations qui sont développées tous les ans, à la fois en inter-entreprise et en intra-entreprise. Et pour ce, je vous invite à aller voir notre site www.la-fédération.com, où vous retrouverez en fait l'ensemble de toutes ces formations et donc toutes les thématiques que nous étudions. Pour aider indépendamment des marques un peu plus établies que nous avions typiquement plus comme adhérents, nous avons voulu aussi développer un club jeunes créateurs qui a pour but aussi de mettre à profit nos expertises, mettre nos expertises au profit de plus jeunes marques qui se développent à la fois dans la partie maille, prêt-à-porter, lingerie, balnéaire, mais tout ce qui peut concerner aussi l'enfant, avec justement la mise en place de rendez-vous d'afterwork comme l'afterwork de ce soir, qu'en est un bon exemple, sur des thématiques qui reprennent un peu toutes les expertises que je vous ai citées précédemment. Donc là, vous avez notamment une partie des expertises sur des thématiques qui ont été déjà développées dans des afterworks, donc sur justement comme savoir bien négocier avec ses fournisseurs,
faire savoir bien maîtriser ses collections, les outils du social shopping, mais aussi tout ce qui va concerner bien sûr le développement durable avec des workshops qui peuvent être sur des after-work sur les labels, la communication responsable. Donc, il y a pas mal de choses par rapport à tout ça et aussi des éléments aussi à développer sur des contraintes plus juridiques, les règles douanières, l'étiquetage des produits textiles. Donc là, on est ouvert à toute suggestion aussi des entreprises sur des sujets qui seraient intéressants pour vous d'être développés. Donc, ce club jeunes créateurs, donc ces rencontres avec des rendez-vous qu'on essaye de faire tous les 2-3 mois sur ces thématiques qui sont d'habitude des rencontres aussi physiques. Nous organisions donc nos réunions, ces after-work à la fédération dans nos locaux pour qu'il y ait du coup aussi toute une partie d'échanges, de rencontres avec souvent aussi un côté assez convivial puisqu'on terminait aussi par un petit pot en fin de webinar pour permettre aussi de créer de l'échange du réseau. Pour ce club jeunes créateurs, donc on met à disposition tout un ensemble de choses qu'on a déjà à la fédération et qui sont au service de nos adhérents. Donc à la fois toute une partie de manuels et d'ouvrages que nous avons à la fédération et qui sont en libre service pour les jeunes créateurs qui adhèrent derrière à la fédération. Nous établissons tous les mois une revue de presse liée à la filière textile, habillement, distribution qui traite des différents sujets économie, innovation, RSE, salon, etc. Et bien sûr, nous réalisons aussi des études de marché, des guides pratiques à la fédération dans les différentes expertises dont je vous ai parlé précédemment. Et ces études qui sont vendues derrière à l'ensemble des acteurs de la filière avec des prix préférentiels pour nos adhérents sont aussi mises à disposition pour consultation pour les jeunes qui souhaitent venir les consulter à la fédération. Il y a aussi toute une liste de catalogues de fabricants prochains ports que développent Ouliana et Bérénice, avec toute une liste donc, de fabricants dans différentes zones et sur différents pays qui sont aussi mis à disposition. Donc voilà sur les points de ce club jeunes créateurs qui et en plus de tout ce qui concerne aussi les activités traditionnelles de conseil, d'expertise de la fédération. Donc, quelles sont les conditions donc, pour faire partie de ce club jeunes créateurs? Donc, en fait, les critères requis sont en lien avec ceux du défi, pour ceux qui connaissent, donc, qui est le comité de promotion et de développement de la mode, qui a mis en place des critères pour être jeune créateur et de bénéficier de subventions particulières. Donc, on est reparti un peu des mêmes conditions et des mêmes critères. Donc, c'est avoir une structure de droit français. On a mis une barre à 7 ans d'existence, puisque les choses peuvent aller, venir, il peut y avoir des nouvelles marques qui se créent au sein d'une même structure. Donc, on considère qu'être jeune créateur, c'est jusqu'à 7 ans d'existence. Justifier, bien sûr, de son centre d'activité en France. Un point aussi important, c'est réaliser l'essentiel de ses collections ou tout du moins au moins les prototypages en France. Et on considère aussi que la barre de jeunes créateurs, c'est d'être avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Donc, si vous faites partie de ces différents critères et que vous êtes intéressé pour rejoindre ce club et bénéficier de tous les conseils, toutes les expertises de la fédération, derrière, donc, le jeune créateur qui souhaite donc adhérer à la fédération aura un coût préférentiel de moins 25% sur son coût d'adhésion pour la première année, sachant que l'adhésion à la fédération de la maille, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, donc 0,0232% du chiffre d'affaires. Et donc, pour une personne qui est en dessous de 2 millions d'euros, on est sur un minimum de 500 euros hors taxe avec donc 25% qu'on accorde sur la première année, donc un coût d'adhésion de 375 euros hors taxe à l'année pour la première année, donc ce qui est quand même quelque chose d'assez faible vu l'ensemble des expertises qu'il y a derrière à disposition. Voilà, je pense que j'ai fait un tour assez rapide sur tous ces sujets de qu'est-ce que la fédération, qu'est-ce que ce club jeune créateur, les services qu'on propose. Bien sûr, nous sommes à votre disposition avec Ouliana pour répondre à toutes vos questions, pour aussi avoir une conférence téléphonique s'il y a des sujets qui vous intéressent pour en parler plus précisément. Et je vais laisser la parole à Stéphanie, puisque c'est quand même l'objectif de cet afterwork, de nous parler derrière de la négociation avec les fournisseurs.
Stéphanie, je te passe la parole et encore merci d'avoir accepté une fois de plus d'être présent à nos côtés. Merci Karine, merci Oriana et à Bérénice. Bonsoir à tous. On va faire assez condensé parce qu'on a 1h30 sur un thème savoir négocier avec les fournisseurs qui est un thème assez dense. On pourrait passer facilement une journée, voire 2 journées de formation. Donc l'idée en 1h30, c'est d'aborder vraiment les éléments principaux de négociation avec un fournisseur. Et donc je vais vous montrer en quelques éléments le programme de ce soir. Donc, tout d'abord, une première partie sur savoir analyser les offres. Pour moi, c'est primordial. Il faut comparer les offres sur une base identique. Il faut apprécier le niveau de risque fournisseur également et son implication en termes de respect de l'environnement, de la santé, du développement durable, notamment en termes de certification. Et dans une deuxième partie, nous aborderons le savoir négocier avec les fournisseurs. Et là, c'est vraiment les étapes clés d'une négociation avec que ce soit ses fournisseurs historiques, mais aussi de nouveaux fournisseurs. Donc, rapidement, je vous parlerai des idées reçues, des a priori concernant une négociation classique et également les différentes étapes de la négociation. Et je finirai par des conseils sur comment on entame une négociation, que ce soit avec ses fournisseurs et ses partenaires historiques, mais également avec de nouveaux fournisseurs. Alors, tout d'abord, savoir analyser les offres. Pour moi, il était important de parler de cette partie car bien souvent, que ce soit avec mes collaborations avec des jeunes marques ou avec des marques qui ont une assise assez forte au niveau de stratégie d'achat, l'idée, c'est de vraiment comparer les offres sur un même référentiel. Alors, je parlerai tout d'abord des minima, que ce soit vos minima auprès de vos usines partenaires et donc en termes de RCT, donc référence coloris taille, ou RCBT pour tout le domaine de la lingerie, ou alors avec vos fournisseurs de matières et de fournitures. On parle dans ce cas-là de minima à la commande en BPI, ce qu'on appelle en tombée de métier, en des minima au coloris, et donc cela dépend de leur capacité en termes de cuve, et des minima aussi en termes de taille de rouleau pour les fournisseurs de matières et de conditionnement et de sachets, plus ou moins pour les fournisseurs d'accessoires. Donc pour moi, il est primordial quand vous échangez avec un fournisseur de vraiment parler de l'intégralité de ces éléments et de comparer à chaque fois les différents minima associés à chacun des fournisseurs partenaires. Je pense aussi à l'idée de comparer en termes de base identique au niveau des droits de douane. Donc forcément, si vous êtes avec des fournisseurs dans la zone euro-MED, il n'y a pas de frais de douane. Mais voilà, si vous êtes avec des fournisseurs turcs, avec des fournisseurs pakistanais ou autres, l'idée, c'est de comparer en ayant des incoterms, notamment en DDP, ce qui vous permet d'avoir une comparaison similaire, quelle que soit la localité du fournisseur. On en reviendra par la suite. Je pense aussi au coût qualité. Tous les fournisseurs n'ont pas les mêmes critères et les mêmes frais associés au contrôle des prototypes, au contrôle des matières à réception, aux frais annexés aux têtes de série, TDS, mais également des prélèvements en début de production ou alors même des tests en laboratoire en extérieur pour des matières pour vérifier ou suite à des prélèvements aléatoires et des problématiques ça peut être d'élasticité, de coloris, des problèmes d'impression, etc. Chaque fournisseur, chaque usine a sa façon de fonctionner et tout cela induit des coûts qui ne sont pas anodins. Je pense également aux frais annexes qu'on oublie bien souvent quand on travaille avec des fournisseurs. On pense souvent au coût aux produits à l'unité, on pense au palier volume ou au coût de la matière au mètre, mais il faut penser à tous les frais annexes qui peuvent avoir un impact assez important sur le coût. Donc, je pense aux frais de développement qui ne sont pas forcément très clairs dès le début. Donc, il faut vraiment insister sur ces éléments-là avec votre fournisseur. Aux frais de modification, si vous modifiez vos patronages, si vous modifiez votre modèle, si vous voulez faire des modifications, changer de matière, ajouter une bordure ou autre, tout cela n'est pas forcément très clair dans les dossiers techniques et cela peut avoir vraiment des frais importants qui peuvent être facturés par vos partenaires. Je pense également au coût des prototypes. Vraiment, il n'y a pas de règles très précises. Chacun a sa politique et ses règles, et donc un prototype peut être facturé double ou ne pas être facturé si la commande est confirmée. Ça peut être aussi également des frais de dossier.
liées à la mise en place d'un dossier technique pour que tous les éléments soient clairs avant le lancement de la prod. Et puis, bien sûr, les services annexes. Je pense au contrôle des matières à réception, avec la fiche technique des matières, en termes de contrôle d'élasticité, de coloris, etc., jusqu'au contrôle du packaging et du conditionnement. Je pense aussi, bien sûr, quand on a une offre de comparer en termes d'incoterms, je vous en parlais au niveau des droits de douane, mais dans le cadre de contrats commerciaux à l'international, les incoterms désignent les responsables et les obligations d'un vendeur d'un côté et d'un acheteur de l'autre côté. Et donc, chaque fournisseur a sa propre politique d'incoterms et propose soit des prix en DDP ou d'autres en FOB ou en CIF. Et dans ce cas, l'idée est vraiment de mettre toutes les offres en DDP, c'est le plus simple pour vous. Et donc, on a, pour par exemple, deux fournisseurs qui vous proposent l'un un prix en DDP et l'autre en FOB, d'ajouter au prix FOB tous les coûts additionnels. Toujours en parlant d'incoterms, je vous ai relisté les incoterms les plus classiques et les plus couramment utilisés par nos partenaires et nos usines. Donc, le plus simple pour l'usine, c'est l'Exwork, hein, où vraiment, c'est un prix de départ usine, non chargé, non dédouané. C'est vraiment plutôt pour un flux domestique et national. Mais bien souvent, pour des jeunes créateurs, l'usine ne donne pas trop de choix et n'a pas envie de gérer tout ce qui est côté transport, gestion des documents administratifs et autres. Et donc, ne vous donne pas vraiment de choix et vous dit, voilà, nous, on travaille en Exwork et à vous de faire le calcul des frais annexes. Je pense que le plus simple et vraiment l'idée pour vous que je conseille et qui est utilisée par la plupart des grandes marques, c'est de demander une offre en DDP. Et dans ce cas-là, la marchandise est livrée au sein de votre entrepôt et le dédouanement et les taxes sont à la charge du vendeur, donc de l'usine, et l'acheteur n'a à prendre en charge uniquement que le déchargement. Donc vraiment, là, c'est vraiment beaucoup plus facile, quelle que soit la localisation de votre usine, de comparer les différentes offres proposées. Il y a également l'incoterm FOB, qui dans ce cas est souvent utilisé par nombreux fournisseurs. Là, la marchandise est chargée sur le bateau, les frais de chargement sont à la charge du vendeur. Et le dernier qui est couramment utilisé, c'est le CIF. Donc, la marchandise est chargée sur les bateaux, les frais jusqu'au port d'arrivée, les assurances en termes de transport sont souscrits par l'usine, par le vendeur, au compte de l'acheteur. Voilà, donc là, c'est vraiment important pour vous d'avoir un échange clair avec votre fournisseur pour savoir qui est responsable de quoi et où s'arrête la responsabilité de chacun. Et donc, l'idéal pour vous, c'est vraiment, je le redis, d'avoir une offre en DDP. Après, pour comparer des offres, bien sûr, c'est avoir des devises et des effets de change. Donc, vérifiez si vous faites des achats en dollars, la parité euro-dollar. Bien souvent, le contrôle des gestions pour la plupart des grosses marques fixe un taux budget qu'on retient pour la saison. Ce taux budget prend en compte les variations du cours de la devise. Donc, pour des marques qui vont acheter en Asie et qui achètent en dollars, voir toutes les variations sur l'année N-1 du cours de dollar et estimer le taux de conversion pour l'année N, qui généralement correspond à la date de passation de commande, mais voire pour l'année N+1, qui pour beaucoup de marques correspond à la date de livraison. L'idée, c'est que vous puissiez vous projeter pour avoir vraiment une estimation des frais de taux de change. Et bien souvent aussi, des nombreuses directions financières de très grosses marques, des fois pour pallier à ces variations de change, souvent achètent des dollars en prévision des achats futurs, ce qui permet vraiment de pouvoir de sécuriser les évolutions du taux de change parité euro-dollar. Il faut également apprécier le niveau de risque du fournisseur. Donc ça, c'est totalement objectif, mais c'est vraiment creuser. Ce n'est pas en dehors de l'offre et du prix que vous propose le fournisseur, c'est être capable d'apprécier sa capacité de production, sa capacité technique, également sa stabilité financière. Vu le contexte actuel, c'est vraiment important de creuser ces sujets-là.
via un company profile. Vous leur demandez un company profile pour avoir un peu plus d'éléments. Sa capacité financière, je pense notamment en termes de type de machine, de nombre de machines qui est présent au sein de vos fournisseurs de matières, mais également du nombre de chaînes auprès de vos usines, la capacité journalière, mensuelle ou annuelle de vos différentes usines, et également les quantités minimum et maximum par typologie de matière. C'est assez poussé, mais vraiment, c'est important pour vous de vous renseigner au maximum pour savoir si votre fournisseur peut suivre, je l'espère, votre augmentation de volume et vous suivre sur du long terme. Et pareil, j'accentuerai aussi sur les capacités industrielles en termes de délai de livraison, parce que forcément, si sa capacité est faible et qu'il a une grosse charge de travail, les délais seront donc plus longs. Et à l'inverse, si sa capacité est importante et qu'il peut vous suivre avec des évolutions et être au plus près de vos besoins, il sera peine d'être plus réactif et d'avoir des délais un peu plus courts. Une autre question à se poser forcément en termes de jeunes créateurs, c'est est-ce qu'il est capable de fabriquer des petites quantités, d'être flexible en volumétrie et donc de s'ajuster au mieux aux besoins, et donc, comme disait Ouliana, d'être vraiment customer-centric. L'idée, c'est de ne pas se stocker et de ne pas avoir de problème de besoin en fond de roulement, et vraiment de suivre les demandes et les achats de vos consommateurs. Une autre question qu'on peut se poser au niveau des fournisseurs de matières, c'est plutôt la capacité de votre fournisseur de matières et d'accessoires d'avoir des matières et accessoires disponibles sur stock. Donc, pour les matières en blanc pour impression ou en tombée de métier, ou même en coloris. Et là, ça vous permet de gagner vraiment 2 mois, un peu plus, en termes de délai, et donc d'être vraiment plus réactif par rapport à des capacités et des besoins de clients qui peuvent évoluer vraiment du contexte au mois près, à 2 mois ou 3 mois près. Également, forcément, sa situation financière, voir s'il travaille qu'avec des jeunes marques, qu'avec des grosses marques. Est-ce qu'il sera flexible pour pouvoir faire subvenir aux achats de matières, s'il est en produit fini, à l'intégralité des achats en amont de matières et de fournitures. Est-ce qu'il sera capable aussi de vous permettre de faire des réservations des prix pour être plus proactif en termes de fluctuation des besoins clients. Donc voilà, c'est des petites questions qu'il faut poser. Je pense aussi aux prestations et aux services qu'ils peuvent vous proposer. Voilà, est-ce qu'ils ont un service des clients dédié qui sera réactif et qui sera capable de vous répondre aux différentes questions que vous pouvez lui poser. Et comme je vous le disais juste quelques minutes avant, quel type de clients, avec quel type de clients ils travaillent. Est-ce que c'est avec que des grandes marques ou également avec des jeunes créateurs? L'idéal, c'est d'avoir un pourcentage de chiffre d'affaires par rapport aux typologies de clients. De par cette question, c'est voir si votre usine, si par exemple votre usine travaille qu'avec des grandes marques, si vous arrivez en tant que jeune créateur, est-ce que vous allez, s'il y a un problème d'aléa de livraison de matière, des problèmes de patronage, est-ce que vous allez être relégué après la production d'une grande marque et donc dans ce cas-là, être totalement en retard sur votre production. Un autre élément à prendre en compte en termes d'analyse de l'offre et qui est là est totalement décorrélé des prix que peut vous proposer votre fournisseur, c'est savoir si votre fournisseur est certifié et donc est impliqué dans tout ce qui est respect de l'environnement, de la santé, du développement durable. Maintenant, en fait, il n'y a vraiment plus de questions à se poser. Tous les clients sont vraiment regardants là-dessus et demandent de plus en plus à ce que l'intégralité des marques soit certifiée. Et mettre en place une politique de RSE. Donc, on parle vraiment le b.a.-ba, on parle de la réglementation REACH, de la certification également au Cotex. Alors, je vous ai mis en dessous la définition. Voilà, je vous les laisserai la regarder, mais c'est vraiment les certifications et l'attestation à minima. On parle aussi de l'initiative de conformité sociale en entreprise qui est de plus en plus demandée par les marques, le BSCI. L'idée, c'est d'améliorer les conditions de travail tout au long de la chaîne d'approvisionnement et ça permet de sécuriser vraiment, d'être un garant de sécurité pour les marques. Je parlais tout à l'heure de responsabilité sociale des entreprises. Pareil, voir ce que l'usine met en place en termes de préoccupations sociales, environnementales,
écologique et éthique. Donc, par exemple, une usine qui a mis en place tout un traitement de recyclage de l'eau, par exemple, pour les fournisseurs de matières, ou des usines qui ont mis tout en place une politique d'éducation d'éducation et de formation auprès de leurs ouvrières. Voilà, tout ça est à prendre en compte. Et je pense aussi à toute la certification au niveau des matières recyclées en termes de GRS. Donc là, l'objectif de ce certificat, c'est d'augmenter l'utilisation des matières recyclées dans les produits et bien sûr de réduire les dommages causés par la production. Et forcément, ça implique au niveau des fournisseurs de matières, notamment une grosse charge administrative. Il faut savoir que ce soit Ocotex, Reach, il faut tester l'intégralité des matières, l'envoyer en laboratoire externe pour que ça soit validé. Il faut que ça soit renouvelé chaque année. Donc, c'est une grosse charge, tant au niveau de l'équipe en interne chez le fournisseur, mais également un coût associé. Et donc, forcément, en termes d'offres de prix pour les clients, ça a un impact non négligeable. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième partie, savoir négocier avec les fournisseurs. Donc, tout d'abord, je vais vous parler juste en quelques mots des idées reçues et des a priori. En fait, j'ai fait pas mal de formations et souvent, on me disait que, voilà, je leur demandais très clairement, selon vous, qui négocie? Et l'idée reçue que j'avais souvent, c'était seuls les acheteurs négocient ou savent négocier. Et ce que je dis toujours, c'est que tout le monde est amené à négocier en toute occasion, au travail, mais aussi dans la vie personnelle. Et voilà, c'est qu'on est tous amenés à négocier. Et voilà, il ne faut pas partir en position d'infériorité. Si on est bien préparé, on peut tous être amenés à bien négocier et à faire en sorte que chacun, que ce soit votre usine, votre partenaire, fournisseur et vous, la marque, soyez gagnant-gagnant. Une autre idée, c'est qu'est-ce qu'on est amené à négocier? Alors, l'idée reçue, c'est souvent que la négociation est souvent associée à une baisse, voire une réduction de prix ou d'un coût. Et moi, ce que je dis, c'est que souvent, en réalité, on n'est pas amené. Bien sûr, l'idée, c'est de stabiliser le prix, de le réduire, voire de le réduire et de renégocier en fonction des volumétries associées. Mais vous ne négociez pas que ça. Et l'idée aussi, c'est de contrôler, d'améliorer les délais de fabrication, de livraison, parce que ça a un impact très concret sur votre taux de satisfaction client. Je pense également en termes d'objectifs, en termes de qualité, parce que forcément, vous pouvez avoir un prix très attractif, mais si les finitions de votre usine ou de votre matière ne sont pas en adéquation après 2 ou 3 lavages, forcément, vous aurez un retour client qui ne sera pas positif et qui ne sera pas à même de reconduire son achat. Je parle également de la négociation. On peut aussi parler d'exclusivité, de confidentialité. Si vous développez des éléments techniques avec votre fournisseur de matière ou avec votre usine, avec un produit très particulier, que tout ça reste entre vous et que ça ne soit pas transmis auprès d'autres marques ou d'autres concurrents. Je pense également à des services après-vente. Tout simplement, vous avez un souci de développement, vous avez un souci d'approvisionnement. Et ben voilà. Est-ce que votre usine ou votre fournisseur est capable de vous proposer des solutions, d'être réactif et de pouvoir pallier à toutes ces problématiques qui, bien souvent, dans le textile, arrivent tous les jours. Je pense également à la durée et la garantie d'un contrat. Voilà, on met en place un contrat de collaboration avec une usine partenaire en termes de volumétrie, en termes de taux de livraison, etc. Tout ça, c'est des choses que vous négociez et qui sont en dehors du simple négociation de prix. Et dernière chose, dernier élément que je voulais apporter, c'était voilà, savoir en termes de capacité industrielle, en termes d'investissement, en termes d'innovation, qu'est-ce que votre usine ou votre partenaire fournisseur de matière peut vous apporter, ou un développement d'un nouvel outil pour pouvoir améliorer votre produit et être d'autant plus impactant au niveau de votre marché et de votre clientèle. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être négociées avec votre partenaire. Alors, quelle est la manière quelle est la manière qu'on utilise lors d'une négociation? Alors, bien souvent, quand je pose cette question, on me dit souvent, voilà, on parle d'une manière directive, sans appel. Et ben moi, je dis que dans la réalité, c'est souvent une recherche d'un accord, d'un compromis.
L'idée, c'est d'avoir c'est pas forcément le rapport de force avec vous avez dû voir tout au long de vos échanges avec vos partenaires historiques, c'est que à tout moment du cycle de vie du produit, mais aussi des saisons, il y a des aléas comme aujourd'hui avec le confinement où les usines ont des problèmes d'approvisionnement, ou vous avez des problèmes de visibilité en termes de volumétrie et d'estimation de commandes de la part de vos clients vu le contexte assez incertain. Et l'idée, c'est que votre usine ou votre partenaire, vos fournisseurs de matières puissent vous suivre par rapport à ce peu de visibilité-là. Et donc, l'idée, c'est de trouver une solution, un accord qui puisse être bénéfique pour les deux parties. Dernier point que je souhaitais aborder également, c'était la nature de la relation lors d'une négociation. Bien souvent, je suis acheteuse depuis plus de 10 ans et on dit souvent, l'idée reçue, c'est qu'il y a toujours une relation gagnant-perdant. Ce que l'un gagne, l'autre forcément le perd, et on me dit bien souvent que la négociation est comparable un peu à une compétition, à un combat. L'objectif est de battre l'autre ou de remporter, on m'avait même dit un jour lors d'une formation de remporter le combat et la victoire. Et moi, ce que je dis bien souvent, c'est que la réalité est tout autre. C'est vraiment l'idée de développer un réel partenariat. Et l'objectif, c'est d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Parce que si vous arrivez à faire en sorte que votre fournisseur vous suive sur la durée, vous soit plus ouvert en termes de flexibilité, en termes de réactivité, il faut que lui puisse trouver son compte également et que vous puissiez… l'idée, c'est de grandir ensemble et que les deux parties soient satisfaites et collaborent au mieux pour développer un produit ou développer une matière. Alors, maintenant, je vais parler des différentes étapes d'une négociation. Alors, pour moi, l'étape qui est vraiment clé, et je vais insister sur cette étape-là, c'est la préparation. Très simplement, plus on est préparé, plus vous verrez là, je pense que vous l'avez déjà vu lors de vos négociations, plus la négociation est facile et rapide à mener. Très clairement, si vous avez fait vraiment une étude, un benchmark complet, si vous avez analysé le besoin, collecté l'ensemble des informations afin d'évaluer le rapport de force et les enjeux, vous serez vraiment plus serein pour aborder cette négociation. Très clairement, je ne vais pas échanger avec un fournisseur ou une usine avec laquelle j'ai vraiment envie de travailler. D'abord, je vais me renseigner auprès de confrères pour avoir les éléments dans la même typologie de produits, en termes de capacité, en termes de prix, pour avoir un peu des notions, avant d'aller bille en tête négocier avec l'usine avec laquelle je souhaiterais travailler. J'analyse le contexte, les enjeux de chacun des partenaires de la négociation. Et l'idée, c'est de faire vraiment une liste non exhaustive de tous les points sur lesquels je peux m'appuyer, moi, avant de démarrer la négociation. Quels sont les points forts de mon fournisseur? Quels sont en termes de… ça peut être un fournisseur de matière ou une usine. Quels sont ses points faibles également? Quelles sont les prestations qu'il propose? Qu'est-ce qu'il ne propose pas non plus? Est-ce qu'il est certifié? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et tous ces éléments vont vous permettre de vous appuyer, d'être un élément sur lequel vous pourrez vous appuyer pendant la négociation. Définir les obstacles aussi auxquels vous allez être confrontés. Voilà, vous avez une notion de prix en ayant fait une étude de benchmark auprès des différentes des autres usines auprès du marché lors de salons et vous savez que vous avez entendu dire que cette usine, ou alors vous avez une première cotation et vraiment le premier prix proposé est vraiment en dehors des clous et vraiment beaucoup plus cher que l'objectif visé, et c'est voir comment vous allez pouvoir vous positionner. Est-ce que ce prix est lié à une certification? Est-ce que ce prix est lié à une problématique technique? Tout ça, vous devez vraiment travailler en amont avant de démarrer la négociation. Et également, alors il y a des obstacles d'un côté et il y a des opportunités également. Est-ce que cette usine avec qui je suis en contact, elle peut me proposer d'autres choses que je n'avais pas dans mes usines actuelles? Ou à l'inverse, est-ce que mon partenaire historique, actuellement, j'ai besoin d'être plus flexible en termes de volumétrie
lui donner et j'ai un peu plus de difficulté à lui donner la visibilité sur la production en termes des mois futurs, sur 3 voire 6 mois, et ben, est-ce qu'il accepte que j'ai des délais plus courts et qu'il puisse modifier ses capacités de production, par exemple. Donc voilà, tout ça, l'idée, c'est de préparer vraiment ces arguments pour être le plus efficace et s'appuyer sur des données et des faits précis. L'idée, c'est d'avoir tout préparé en amont pour être le plus fiable et le plus pertinent possible. Un autre élément sur lequel je souhaitais insister, c'était déterminer des objectifs à atteindre. L'idée, c'est vous avez un objectif idéal, mais néanmoins, l'idée, c'est comme je vous le disais auparavant, c'est d'avoir un résultat gagnant-gagnant. Mais imaginez le pire scénario, je ne sais pas, il vous propose des minima juste exorbitants, un prix qui n'est totalement hors des clous par rapport à votre objectif de PRI, par exemple. Et ben, il y a un moment où vous devez vous dire, stop, au-dessus de ce prix-là, au-dessus de ces quantités-là, je peux pas y aller. Donc, je n'irai pas plus loin. Et identifier également tous les éléments sur lesquels vous serez d'accord pour faire des concessions. Ce qui vous permettra après de faire d'échanger plus facilement avec votre usine partenaire ou votre futur fournisseur. Également, il faut définir une stratégie. La négociation, elle se fait point par point. Alors, par exemple, on peut commencer par les points de négociation les plus faciles et terminer par ceux qui sont les plus compliqués et qui vraiment, où vous sentez que vous allez avoir des difficultés, ou à l'inverse, énoncer les points de blocage dès le début. Dire, voilà, votre première cotation de prix, elle est totalement hors des clous, c'est absolument pas possible pour nous. Et là, vous transmettez vos différents argumentaires, etc. Et vous échangez. Et pour après partir sur la partie la plus facile où vous êtes à même de faire des concessions. Il y a vraiment différentes tactiques de négociation. Il n'y a pas une tactique idéale. L'idée, c'est que chacun trouve sa technique et se sente à l'aise tout au long du déroulé de l'intervention et de la négociation. On peut alors il y a aussi des différentes postures. On peut soit intervenir en premier, lister tous les éléments lors de la rencontre ou du premier échange par mail, et après se voir en physique ou en visio et échanger petit à petit et mener le débat, ou au contraire, laisser le fournisseur, laisser le partenaire et le fournisseur mettre toutes les cartes sur la table et dire voilà, ces éléments, et seulement après, vous intervenez et vous dévoilez votre stratégie. Alors, en termes d'étapes, vous avez bien sûr le démarrage de la négociation. L'idée, c'est d'affirmer sa place. Ce n'est pas toujours facile parce que on n'est pas tous on n'a pas toujours été acheteur ou on n'a pas toujours appris à négocier. L'idée, c'est de voir comment chacun se positionne. On parle même de négociation non verbale, mais ça, c'est d'autres formations qu'on a pu faire auprès de la fédération, ou des négociations qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Vous négocierez pas de la même manière avec un fournisseur en Afrique du Nord ou avec un Asiatique. Voilà, les choses sont à prendre en compte et à travailler auparavant. Donc, l'idée, c'est d'affirmer sa place tout en faisant attention selon les différents interlocuteurs qu'on a face pour créer un climat propice et l'idée, c'est vraiment d'atteindre votre objectif et pas de bloquer dès le début la négociation. L'idée également, c'est de travailler à établir, voire à consolider sa crédibilité. L'idée, c'est si vous avez préparé tout en amont, en ayant fait un bon benchmark, vous étant informé en interne du développement du produit, de la complexité des produits, de la capacité industrielle du fournisseur, etc., vous serez beaucoup plus crédible. Vous utiliserez le même langage que votre interlocuteur et l'échange sera plus facile. L'idée aussi est de montrer
Merci. Et de montrer que vous êtes préparé, en fait, sans dévoiler trop, en intégrant petit à petit des éléments. Vous pouvez éventuellement induire ou laisser entendre que vous avez échangé avec d'autres usines concurrentes, que vous avez déjà développé ce type de produit, ou vous avez déjà une notion de cotation, une notion de minima, que vous savez comment fonctionne un fournisseur de matière, quelles sont ses capacités industrielles, que vous avez déjà des notions de technicité pour, quand je parle de négociation avec des fournisseurs de matière, voilà, on n'a pas les mêmes métiers, il n'y a pas les mêmes utilisations de cuves de teinture, etc., les mêmes capacités d'impression ou de finition. Plus vous êtes informé, plus vous serez légitime tout au long de votre négociation, et votre interlocuteur sentira que vous êtes préparé. Et voilà. Une deuxième chose, c'est tout ce qui est structuration de l'argumentation. Donc voilà, pour moi, l'important, c'est de classifier les arguments selon leur importance et le moment où vous devez les utiliser. Voilà, on parle, par exemple, des fois, on ne parle pas forcément dès l'entrée de prix, de baisse de prix, ou on peut échanger sur les variantes techniques, les éléments qui ont induit ce prix-là, avant d'attaquer direct sur le prix ne nous convient pas, la cotation ne va pas, et nous, on veut pas on a notre estimation de prix, notre objectif de prix qui attend, parce que là, vous fermez un peu toute la négociation. L'idée, c'est de dérouler et de faire parler votre interlocuteur également, pour mieux comprendre comment il en est venu à vous proposer cette cotation-là. L'idée aussi, c'est de sectionner par rapport à tous les éléments que vous avez mis en place lors de la préparation, les bons leviers et les cartes à jouer que vous allez utiliser à l'instant T. Voilà, dans toute négociation, on ne dévoile pas toutes ces cartes au même moment, et on attend, on sent l'évolution de la négociation, et la négociation peut se faire en plusieurs fois. Voilà, je peux envoyer un premier mail, demander une première cotation, demander des éléments en termes de minima, en termes de délai. Après, je peux faire une première rencontre en termes de, l'idéal, c'est en physique, mais en visio sinon. Et après, vraiment, quand vous êtes en phase de finalisation de négociation, l'idéal, c'est vraiment de se rencontrer et de boucler tout par des éléments contractuels. Alors, comment mener et conclure la négociation? Donc, l'idée, c'est de partager, de clarifier, donc point par point, tous les éléments, et reformuler, que ce soit les besoins, le besoin que vous avez et les intérêts de chacun, afin d'éviter, si possible, toute confrontation ou incompréhension par la suite. L'idée, c'est vraiment, à la fin, de lister tous les points vus ensemble, les points de blocage, les points sur lesquels vous êtes d'accord, les points sur lesquels vous avez je dirais plutôt des idées ou des propositions qui sont plutôt positives et qui vont dans votre sens. Et comme ça, tout est clair pour les deux parties, et il n'y a pas d'incompréhension lors d'un second échange ou d'une finalisation lors d'une mise en place d'un contrat. L'idée, c'est de comprendre bien sûr le point de vue de l'autre partie, ses enjeux en termes de capacité, ça peut être ses enjeux en termes de délai, ses préoccupations. Si vous voulez, voilà, un objectif de prix avec une certification, avec un délai très très court, et il faut voir que de l'autre côté, il ne peut pas répondre peut-être avec tous ces éléments-là, tous ces besoins-là, avec un objectif de prix peut-être très serré. Voir ses difficultés aussi. Comme je vous le disais, dans la préparation, c'est très important de voir, si vous voulez développer un nouveau produit, de voir s'il est capable de le faire. Même s'il vous propose un prix très attractif, s'il ne suit pas et s'il n'est pas capable de produire le bon produit avec la bonne qualité et dans les bons délais souhaités, vous aurez beau avoir un prix très attractif, si vous n'arrivez pas à le vendre, ou si la qualité n'est pas là, voilà, vous arriverez, ça sera peut-être totalement dommageable pour la mise en marché. Je parle également de lever les freins d'un partenaire.
l'idée, c'est que vous pouvez être amené à être en situation de blocage. Et l'idée, c'est que peu à peu, en échangeant, vous apprenez à vous connaître, ou vous vous connaissez déjà, hein, ça peut être une négociation avec un partenaire historique, et il y a certains blocages, et voir ensemble comment on peut trouver une solution qui est l'idéal gagnant-gagnant des deux côtés. Et forcément, vous avez dû le remarquer quand vous avez commencé des négociations, il y a toujours des moments où vous vous sentez un peu déstabilisé, des moments où vous n'avez pas toutes les réponses, tout simplement. Un fournisseur ou une usine qui vous parle d'un problème technique et qui vous dit, voilà, moi, cet élément-là fait que ça justifie le prix et que ce prix est au-dessus de votre objectif de prix, à vous de peut-être prendre le temps et de dire tout simplement à votre partenaire que vous allez vous renseigner, que vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ces points-là. Ça peut être une des problématiques en termes de minima. Donc, pareil, ça peut on peut vous annoncer des minima juste faramineux et vous n'avez pas du tout cette capacité-là et cette vision-là pour vous projeter. Et dire, voilà, moi, je suis capable de faire une réservation ou de vous commander 10, voire 20 000, voire 30 000 pièces pour arriver à mon objectif de prix souhaité. Et l'objectif, c'est peut-être aussi de prendre du temps, de prendre la deuxième plante pour échanger une nouvelle fois après quelques jours où chacun se pose, réfléchit et repartir sur un nouvel échange. Voilà. L'idée, c'est de ne pas partir en échec et de sortir de ces moments où vous vous sentez un peu enfermé, sans réponse, et ce n'est pas forcément constructif. Je pense en dernier point à la mise en place de bonnes pratiques. Il y a des pratiques qui sont toutes simples dans le milieu textile. Alors, bien sûr, développer son sens de l'écoute, alors ça, c'est facile à dire, mais quand on est confronté avec un fournisseur qui n'est pas très ouvert en termes de prix, en termes de minima, en termes de délai. Voilà, le sens de l'écoute est des fois mis à rude épreuve, mais l'idée, c'est d'obtenir les infos clés qui vous sont nécessaires à vous. Et donc, de laisser parler le partenaire, quel qu'il soit, ça peut être un partenaire potentiel, ça peut être un partenaire historique, que vous connaissez bien et sur lequel vous avez un point de blocage pour un nouveau produit, pour une augmentation de volume ou une réduction de volume. Voilà. Quel que soit le point de négociation, l'idée, c'est de laisser parler aussi pour rassembler le maximum d'interventions et d'intervenir à bon escient. Et aussi, souvent, des fois, il y a des moments d'incompréhension où il y a je pense que vous l'avez tous vu, quand vous échangez avec vos usines, avec vos fournisseurs de matières, il y a un langage propre au textile qui est très technique, je pense un jargon technique des fournisseurs de matières ou même des usines. Et c'est important de reformuler et de verrouiller toutes les zones d'accord. Alors, les éléments clés, avant d'entamer toute négociation avec un fournisseur, forcément, c'est essayer, dans la mesure du possible, de suivre les différentes étapes qu'on a énoncées auparavant, en termes de préparation, en termes de l'entrée en négociation, de mener la négociation, de clarifier les points et de finaliser la négociation avec les éléments de contractualisation, tout simplement. Ça peut être la mise en place d'un cahier des charges, ça peut être la mise en place d'une commande, d'une validation prix. Je pense aux usines, ça peut être la mise en place de, par exemple, la négociation peut se faire aussi sur une volonté d'être confidentiel dans le développement d'un produit ou d'une matière, et donc ça peut être la mise en place d'un contrat de confidentialité. Voilà, tous ces éléments de négociation, l'idée, c'est de vraiment échanger avec le partenaire potentiel ou historique pour pouvoir aboutir à un accord gagnant-gagnant. L'idée aussi, c'est de multiplier les contacts et les rencontres. Plus vous vous renseignez au préalable, quel que soit le sujet de négociation, plus vous aurez d'éléments à apporter tout au long de la négociation. Et plus vous vous sentirez serein et à même
d'avoir des éléments et des éléments clés et qui ne sont pas négociables avec votre interlocuteur en face. Voilà, si vous avez des notions de capacité des autres usines sur les mêmes typologies de produits, des notions de prix en fonction de palier volume, en étant renseigné auprès des salons ou en ayant échangé avec d'autres usines dans le même pays. Voilà, tous ces éléments, vous pouvez les utiliser tout au long de la négociation et ce qui vous permet d'être d'autant plus légitime. Et une autre chose également, je pense, l'idée aussi de se renseigner auprès de différents interlocuteurs. Je pense, on pense souvent à dire, voilà, on rencontre les fournisseurs, on négocie avec eux, et puis la négociation se passe plus ou moins bien. Mais l'idée, c'est aussi de voir avec si vous, par exemple, vous voulez travailler avec une nouvelle usine, vous renseignez auprès des fournisseurs de matières. Souvent, voilà, c'est un petit milieu, ils se connaissent bien entre eux. Et un fournisseur par exemple, de laine mérinos connaît beaucoup d'usines de mailles et rectiligne et sera même de vous donner des éléments clés en termes de capacité métier, en termes de notion de prix de fil, etc., etc. Et toutes ces informations, vous pourrez les utiliser tout au long de votre négociation. Et avoir des notions de prix aussi, c'est important. Donc, ces éléments-là, vous pouvez les trouver via différentes plateformes ou via différents échanges, que ce soit avec vos agents commerciaux, que ce soit avec vos façonniers, avec vos fournisseurs de matières. Tous ces éléments-là peuvent être utilisés pour après construire votre argumentaire. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès si vous, par exemple, vous voulez développer une nouvelle matière, je pense par exemple à un polyamide, par exemple, vous renseignez auprès des autres fournisseurs qui travaillent cette même typologie de matière pour savoir un peu les spécificités des métiers, pour savoir si ces métiers ont une capacité assez rapide ou pas, et ce qui, des fois, peut expliquer aussi l'impact prix. Forcément, quand je pense à une dentelle Livers, où la fabrication est très, très longue, la mise en métier est très, très longue aussi, ça n'aura pas du tout le même prix qu'une dentelle textronique. Et donc, si vous avez les informations liées à la technicité de vos matières ou même à la technicité de vos produits, vous comprendrez d'autant plus et vous serez d'autant plus pertinent tout au long de la négociation avec votre interlocuteur. Et pareil, vous pouvez être à même d'échanger aussi avec les stylistes, avec vos services qualité en interne ou en externe, qui peuvent vous donner des éléments qui peuvent vous aider à construire l'argumentaire. Je pensais également à échanger avec les institutions. Karine parlait des activités de la fédération, notamment, je sais qu'Uliana et Bérénice aident beaucoup les jeunes marques pour les aider en termes de construction, de partenariat avec les usines ou avec les fournisseurs, via leur expérience, ont vraiment une expertise en termes de technicité des produits, en termes de technicité des usines, et sont à même de vous conseiller en fait. Je pense aux différentes fédérations, mais aussi aux chambres de commerce, aux salons, sur les sites des salons. Tous ces éléments, vous pouvez les prendre en compte tout le long de votre négociation pour mettre en place votre argumentaire. Et un dernier point clé, l'idée était avant tout, d'être bien informé avant de prendre contact avec tout fournisseur potentiel. Et je pense que ça, c'est la clé de toute négociation. C'est la base. Si vous êtes bien informé, si vous êtes bien préparé, après, c'est au moins 50% de votre négociation. Voilà. J'ai été très rapide. Je pensais qu'on avait... Je pensais qu'on avait très peu de temps et finalement, je pense que j'aurais pu développer beaucoup plus à cette partie-là. Mais je vais laisser la parole à Uliana qui va vous montrer quelques éléments clés. Bon, merci beaucoup Stéphanie pour cette intervention très intéressante. Alors peut-être on va passer, ce sera mieux de passer maintenant à la partie questions-réponses. Est-ce que les participants ils ont quelques questions, parce que pour ma part j'en ai. J'ai fait mon homework, comme on dit. Alors vous pouvez poser vos questions par chat.
ou lever la main si vous souhaitez parler. Et voilà, vous pouvez allumer aussi votre caméra et votre micro. Alors, j'ai une question. Vous avez abordé un peu la négociation interculturelle, qu'on ne négocie pas de même façon avec les fournisseurs qui sont en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est. Moi-même, je suis ukrainienne d'origine et j'ai aussi, voilà, il y a beaucoup de différences culturelles entre même la France et voilà, l'Ukraine. Et voilà, et je voulais vous poser la question, est-ce que vous pouvez donner quelques tips comment négocier avec un Tunisien ou un Marocain où vous avez plus d'expérience peut-être, et surtout pour les femmes acheteuses? Ah, bah, c'est mon cas et je travaille avec plusieurs usines au Maroc et en Tunisie. Tout d'abord, ça dépend de l'interlocuteur que vous avez en face. Mais c'est vrai qu'on ne travaille pas du tout de la même manière avec une usine au Maghreb et avec un fournisseur en Asie. L'approche, déjà, l'approche non verbale est très importante. L'échange n'est pas du tout le même. Au Maghreb, voilà, l'échange, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'informations, il faut tout clarifier, il faut tout checker, vérifier, contrôler, voilà, que tout élément soit bien écrit pour bien cadrer les éléments de négociation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par l'intermédiaire d'échanges audio ou en visuel, et peu de choses sont écrites sur le papier. Et en termes de négociation, ça peut entraîner beaucoup je dirais, ça peut être des zones de conflit. Donc voilà, l'idée c'est de recadrer les échanges, de bien clarifier. Voilà, parce que pour le premier abord, ça peut paraître très attractif. Voilà, on peut vous proposer des prix très attractifs avec des minima, mais si vous parlez, comme je vous le disais au tout démarrage, comparer une offre avec des bases identiques, voilà, de quel minima on parle quand on parle d'une nouvelle usine, c'est est-ce que les minima de 500, c'est 500 quoi? Est-ce que c'est 500 pièces à la référence, tout coloris confondu, toute taille confondue, ou est-ce que c'est 500 pièces par couleur? Voilà, ça n'a pas du tout la même implication et en termes de minima, mais ça peut être aussi des éléments de prix. Au Maghreb, au début, le prix peut être très attractif, mais si vous ne faites pas vraiment attention à tous les frais annexes, je parle quand vous faites le patronage au sein de vos usines, mettre en place le dossier technique, le contrôle, tout ça peut être facturé. Même le stockage des matières ou alors carrément la refacturation des matières après production quand vous êtes en produit fini. Donc pour moi, au Maghreb, il faut vraiment, que vous soyez acheteur femme ou acheteur ou un homme, hein, je pense que c'est les deux, c'est vraiment une façon de faire, de tout bien border l'idéal, ce serait de contractualiser. Ils n'aiment pas forcément ça, mais l'idéal, ouais, c'est de mettre en place des contrats et des éléments écrits suite à vos échanges avec ces différents partenaires. Merci beaucoup. Et alors, j'ai encore une question un peu peut-être délicate. Ah, pardon. Merci beaucoup, Stéphanie. J'ai une autre question. Dans votre carrière d'acheteuse, comme vous dites, vous avez plus de 10 ans d'expérience. Est-ce que vous avez eu des flops dans la négociation à partager, oui, ou des blocages, ou bien voilà, vous avez les situations un peu, oui. Oui, quand j'étais chez Dior, une situation totalement incongrue. La matière d'un fournisseur italien qui se perd dans le circuit Chronopost. Et je lui dis qu'il doit réouvrir, que moi je dois réouvrir mon usine en France parce que je dois produire pour le défilé luxe. Et lui me dit que tout simplement, tant pis, je n'aurai pas la matière parce que c'est de la lingerie qu'on ne voit pas. Sauf que autant vous dire que je ne pouvais pas trop dire à l'époque au directeur artistique que c'est de la lingerie qu'on ne verrait pas, c'est pas possible. Donc on a dû demander à notre fournisseur, un partenaire, de relancer en urgence une production de tout petit métrage, hein, vraiment, je parle de quelques mètres, mais en termes d'image et de visibilité, c'était vraiment primordial. Et voilà, donc c'était un beau flop parce que mon fournisseur n'a absolument pas compris. Alors que normalement, quand j'arrivais avec mon Dior, c'était assez facile, les portes s'ouvraient assez facilement.
bah là, j'ai bien compris que je sois dehors ou un autre client, c'était la même chose et que malheureusement pour moi, ma matière n'arrivait pas en temps et en heure, que je devais faire avec. Donc voilà, donc c'était il y a pas mal d'années et ça m'a moins appris à prendre du recul. D'accord, super. Je vois pas les questions. Ah oui, discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, mais soyez pas timide. Hein, nous travaillons avec Stéphanie, elle est géniale et de très bons conseils. Bon, merci beaucoup, Léa. C'est sympa. En fait, Marine, pour la petite histoire, Marine et Anouk, c'est quelle société? C'est la marque Les Jupons de Louison, qui sont made in France, donc c'est pas toujours facile. Et avec les usines françaises, avec les contraintes actuelles, avec des usines qui ont du mal, avec le luxe d'avoir de la visibilité, c'est pas toujours simple. Et pour des jeunes marques qui veulent vraiment rester 100% made in France, c'est pas toujours simple d'avoir une traçabilité et d'avoir des prix justes. Et donc, je trouve ça super, voilà, notamment ces jeunes marques comme les Jupons de Louison ou autres, voilà, qui ont une vraie volonté de rester totalement made in France, que ce soit en sourcing matière ou en production. Et effectivement, en termes de négociation, c'est pas toujours simple. On parle de la négociation avec des Asiatiques ou avec des négociations assez difficiles avec des fournisseurs d'Afrique du Sud, mais je peux vous dire qu'en France, négocier avec une usine qui est habituée à faire que du luxe et dont les temps de fabrication sont très longs et donc forcément les prix et le coût minute sont en adéquation et qu'on a nous un objectif de prix de vente qui est absolument pas en adéquation, autant vous dire que la négociation est assez difficile. Et effectivement, il faut trouver des techniques, il faut optimiser les volumétries, il faut essayer idéalement d'optimiser les approvisionnements en matière, de travailler avec l'usine pour avoir, en termes de technicité, en termes de confection, voilà. L'idée, c'est votre usine, c'est un partenaire, mais que ce soit votre fournisseur de matière aussi, c'est dire, voilà, on veut développer ce produit, on veut développer cette matière, comment on peut faire ensemble pour optimiser, que ce soit votre usine les temps de gamme ou la consommation des matières pour vos fournisseurs de matière. Merci Marie. Superbe. On a parlé beaucoup de la négociation avec les fournisseurs de matières ou des produits finis. Et il y a en fait pas mal de jeunes marques et même de marques établies qui travaillent avec les agents. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être des conseils que vous pouvez donner? Comment on gère les agents? Parce qu'en fait, c'est les agents qui négocient pour vous les prix, il y a leur marge aussi. Oui. Peut-être quelques pistes. Est-ce que c'est plus simple peut-être de passer par un agent et qui va faire tout le job, en gros, qui a aussi des relations un peu privilégiées avec des usines, qui les connaît très bien et pas comme vous, si vous débarquez. Oui, tout à fait. Et qui connaît les contraintes techniques du fournisseur ou de l'usine. En fait, ça dépend vraiment du fonctionnement des usines et des fournisseurs de matière. Certaines usines ou même certains fournisseurs de matière n'ont pas du tout la capacité en interne d'avoir une équipe de commerciaux qui sont dédiés aux clients et donc ils passent par des agents. Et donc dans ce cas-là, vous êtes obligé de passer par des agents et certains agents gèrent tout le côté commercial pour les usines ou les fournisseurs de matière dans les pays. Voilà, j'ai des agents qui sont dédiés en lingerie et qui ont un portefeuille de fournisseurs de matière, notamment par exemple au Portugal ou en Italie. Et j'ai d'autres agents qui sont, eux, dédiés en prêt-à-porter et qui gèrent les mêmes fournisseurs, mais du côté prêt-à-porter. Et chacun a ses spécificités en termes de typologie de produits. Et dans ce cas-là, en fait, le fournisseur ne vous donne même pas de choix. En fait, il vous donne les contacts de son agent en France. Et ce n'est même pas en dehors de sa commission, c'est même pas ça. C'est que le fournisseur n'a même pas la capacité en interne d'avoir un service commercial dédié. Il faut savoir que pour des jeunes marques, l'échange peut se faire assez rapidement, mais pour une grosse marque dans laquelle j'ai été auparavant, quand vous développez une matière, vous avez de nombreux interlocuteurs, que ce soit la qualité, le style qui demande des échantillons, la qualité qui contrôle la matière, les approvisionnements qui veulent avoir des informations de délai, les acheteurs qui veulent mettre en place des contrats. Et tout ça prend énormément de temps du côté des fournisseurs. Et donc, tout simplement, des fois, ils n'ont pas la capacité de le gérer, ils le dédient à un agent. Et donc, des fois, même la commission, elle est intégrée en fait du côté fournisseur. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie. Et d'autres fois, il y a des usines qui préfèrent gérer en direct, notamment, je pense au Maghreb, où la plupart du temps, je gère directement avec mes usines, avec les patrons d'usine,
avec les responsables de développement. Et dans d'autres pays où cela se fait beaucoup moins et on passe beaucoup plus souvent par des agences. C'est vraiment propre à chaque c'est propre à chaque organisation interne aussi en termes de au niveau culturel. Voilà. Donc, du coup, c'est plus simple, c'est plus difficile de gérer, en fait, de négocier avec les agents parce qu'en fait, il n'est pas décisionnaire. C'est le fournisseur après peut-être qui décide par la suite, il transmet des infos ou quand même, ils sont assez décisionnaires. Oui, en fait, ils savent très bien quelle latitude ils ont, donc au moins, des fois, ils doivent être très cash et très cinglants. Donc, des fois, j'ai pas mal de jeunes marques qui disent que c'est pas facile de traiter avec des agents commerciaux, surtout que les jeunes marques n'ont pas vraiment le langage technique associé aux fournisseurs de matières ou aux usines. Et qu'elles trouvent que des fois, il y a une énorme barrage, alors qu'en parlant en direct avec les partenaires, que ce soit des usines ou des fournisseurs, des fois, voilà, ils ont envie de les prendre sous leur coupe et les aider à grandir. Ou à l'inverse, il y a des agents, je connais de nombreux agents qui, eux, ont envie d'aider les jeunes marques et se portent garant de ces jeunes marques après avoir échangé avec eux, après les avoir rencontrés, en disant je crois en votre projet, je crois en votre produit. Moi, je travaille avec des grosses marques et on me laisse peu de latitude, j'ai peu de marge de manœuvre. Et bien avec vous, je vais vous aider à développer vos produits, j'ai confiance en vous et puis je vais plaider votre cause auprès de mon usine. Et je vais vous donner des conseils pour, en termes de technicité, en disant voilà, si vous voulez un produit à cet objectif de prix, très clairement, la matière que vous allez choisir, elle ne va pas du tout parce qu'elle est trop longue en fabrication, parce que c'est une matière qui est faite que à la demande. Donc, je pourrais vous en orienter sur une matière qui tourne, qui est proposée à de nombreux clients, qui est suivie sur stock. Ça sera beaucoup plus facile pour vous d'utiliser cette matière-là. Donc, à l'inverse, des agents peuvent vous aider, et notamment, je pense aux agents, je les appelle les vieux de la vieille, et plutôt en fin de carrière, qui ont travaillé avec de très grosses sociétés, ou qui travaillent toujours avec des très grosses sociétés, où ils ont très peu d'attitude de marge de manœuvre, en fait, où ils viennent seulement auprès des grosses entreprises de présenter les collections et qui sont très contents de transmettre leur savoir-faire auprès des jeunes marques et de les aider à grandir. Donc, ça dépend vraiment des personnes que vous rencontrez. D'accord. On a beaucoup parlé de la négociation avec les fournisseurs. Et vous avez également abordé le sujet où on trouve, comment on cherche les fournisseurs. Ça aussi, je voulais faire une petite parenthèse, vous pourrez peut-être me compléter. Alors, vous avez mentionné que voilà, les jeunes marques et après voilà, nos adhérents historiques peuvent contacter les fédérations, notre fédération. De notre côté, nous avons déjà un listing qu'on met à jour régulièrement des fabricants proches import de produits de la lingerie, de la maille, du balnéaire et des chaussons. Par la suite, nous avons bien sûr les salons comme Première Vision, qui a les différentes divisions pour la dentelle, pour la maille, la division aussi Première Vision Manufacturing. Malheureusement, voilà, tous ces salons maintenant sont au digital. On espère que ils auront lieu aussi en physique prochainement. Alors, Première Vision Manufacturing, c'est quand même voilà, le salon qui regroupe un grand nombre de façonniers et de proches imports qui sont aussi sélectionnés. Voilà, ce sont les sociétés vérifiées parce qu'il y a un comité de sélection sur Première Vision. En fait, c'est pas juste que vous inscrivez sur Première Vision. Votre candidature doit être admise sur le salon. Du coup, voilà, ce sont les sociétés qui sont fiables et vérifiées par Première Vision. Par la suite, on peut vous mettre aussi en contact avec les fédérations sœurs dans les différents pays, en Portugal, en Macédoine, en Serbie, voilà, qui ont aussi les listings des fabricants par pays. On pourra vous envoyer les coordonnées de ces fédérations. Par exemple, pour la lingerie, on a la Lettonie qui est un peu la zone
confidentiel pour les marques de lingerie. Ils ont une association des fabricants de lingerie. Il y a une cinquantaine fabricants qui sont sur place. Pareil, voilà, en Roumanie, vous avez Fepaius, qui est aussi assez active. En Bulgarie, c'est un peu moins, en fait, il y a juste quelques clusters. Bon, c'est aussi, et en Portugal, vous avez l'association de fabricants de tissus et de l'habillement, qui est aussi très puissante et il expose très souvent sur les salons. Et ils ont aussi des sites et sur le site, vous avez des répertoires de fournisseurs par typologie des produits. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Après, il faut faire les demandes de company profiles, comme vous avez dit. Et tous les ans, voilà, je vais quand même faire une petite publicité. Tous les ans, nous éditons une étude sur les tendances du sourcing mondial. Là, c'est une nouvelle étude qui vient, la mise à jour, la 9e édition qui vient de sortir, où justement on analyse les préférences des acheteurs français, américains, italiens, allemands et européens. Et dans cette étude, vous avez les cartographies des savoir-faire de plus de 30 pays, à la fois grand import et proche import, avec les sites internet de sociétés et voilà, les noms et les sites internet de sociétés par typologie des produits. Et bien sûr, nous organisons également des formations sur le sourcing. Voilà, on a 2 éditions phares. Worldwide Sourcing, on traite l'intégralité des pays, et Sourcer proche import, la prochaine session aura lieu en mai, où on est plutôt concentré sur la zone proche import et la France. Et au niveau du vocabulaire technique, voilà, négocier avec les fournisseurs, c'est très important d'avoir le vocabulaire technique, mais même savoir poser des questions intelligentes. En fait, les questions, si on a une marque qui débute, c'est important de poser des bonnes questions et démontrer son professionnalisme. Stéphanie l'a dit qu'il faut se préparer à la négociation. Pareil, en fédération, on a des formations, connaissances fondamentales du textile. Alors, à la fois, on traite la maille et le chaîne et trame, et la formation dédiée à la découverte de la lingerie, où, avec un ingénieur textile, vous décortiquez toutes les étapes de fabrication de la lingerie et toutes les matières. Et vous avez aussi toute cette lexique qui pourrait vous aider dans la négociation avec les fournisseurs. Voilà. Et bien sûr, les consultants comme Stéphanie, qui pourra aussi vous donner plein d'usines fiables avec lesquelles elle a déjà travaillé. Voilà, c'est aussi, vous avez des pistes au niveau de la recherche des usines, si vous avez quelques mots à rajouter. Oui, je pense que maintenant, le fait que tous les salons soient virtuels, le premier salon auquel je pense, c'est forcément Première Vision, qui a vraiment une marketplace où vous pouvez trouver une mine d'informations. Vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit, et ça vous permet de naviguer sur l'intégralité des matières par typologie de matière. Il y a une partie tissu, il y a une partie cuir, il y a une partie accessoire. Ça vous donne des notions minima, ça vous donne des notions de prix également. Ça vous donne des idées de caractéristiques techniques des matières. Voilà, quand on est une jeune marque et qu'on a du mal à connaître le langage technique selon les matières que l'on recherche ou les accessoires, en naviguant sur cette plateforme, en regardant les différents fournisseurs qui proposent les matières que vous recherchez, vous trouverez des éléments de réponse aussi, de premiers éléments de réponse. Donc, je vous invite vraiment à regarder le site en détail. Je pense aussi au groupe qui s'est créé sur Facebook, que je pense que vous connaissez tous, la FFU, French Fashion Union. J'ai trouvé que ce groupe était super et très dynamique, et l'idée c'est que tous les jeunes créateurs, ou même des startups qui marchent bien, échangent entre elles sur des usines potentielles, sur les ressentis après avoir travaillé avec telle usine, sur les minima, sur les notions de prix, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que vous vous inscrivez, et en fait, tous les échanges sont enregistrés, et vous tapez les mots-clés, et tous les échanges qui sont associés à cette recherche, par exemple, je recherche, je dis n'importe quoi, un fournisseur de tulle au Portugal, ou je recherche une nouvelle usine en Turquie,
pour de la lingerie. Je tape mes mots-clés et tous les échanges qui ont lieu depuis la création de ce groupe ressortent. Et des fois, il y a des super conseils entre entrepreneurs et entre jeunes marques. Donc, je vous invite vraiment parce que la plupart du temps, ils ont tous les mêmes contraintes, des minima assez faibles. Et c'est souvent une des grosses contraintes des jeunes créateurs, trouver des usines et des fournisseurs de matières qui puissent répondre avec des tout petits besoins associés. Alors, je vais juste noter dans le chat comment elle s'appelle le groupe sur Facebook. FFU, French Fashion Union. French Fashion Union. Comme Ouais. ça, vous avez Exactement. le nom. Et pour le Made in France, c'est quand même important. Il y a beaucoup de marques, en fait, on constate beaucoup d'intérêt depuis toujours, mais depuis la crise du Covid-19, même à la Fédération, on a beaucoup d'appels des jeunes marques, même des marques établies qui lancent leur collection Made in France. Alors, vous avez la plateforme des façonniers, qui est aussi, voilà, c'est une initiative auprès du défi. C'est pareil, vous pouvez taper plateforme des façonniers, vous avez une liste par typologie des produits, voilà, des façonniers en France. Vous avez également le groupement La Mode du Grand Ouest. Vous avez de nombreux un site internet qui représente toutes les usines et les fournisseurs associés à ce groupe, avec chacun le lien vers les sites de chacune des entités et qui peut vraiment être également intéressant pour vous si vous souhaitez produire en France. Voilà, je pensais à ça également. Et forcément, forcément le salon et le site internet de Première Vision pour le Made in France par Première Vision, où vous avez le listing de tous les fournisseurs associés. Et également, je pense aussi à la French Tech. C'est un autre groupement qui peut être intéressant si vous souhaitez développer votre jeune marque au sein de l'univers français et de l'univers industriel français. Ça peut être un bon élément de recherche. Ok, superbe. Bon, je vois que tout le monde est assez timide. Dans tous les cas, on reste à votre disposition avec Stéphanie pour toute question. Nous vous remercions pour votre présence. Nous espérons que ce webinaire vous a apporté quelques éléments de réponse, comment négocier avec les fournisseurs et comment préparer justement votre négociation. Alors, on aura la prochaine édition, je pense, au mois de juin, fin mai, juin, et il sera justement sur le sourcing en prochain port. On fera, on n'a pas encore la date, voilà, on fera un point sur les pays clés et sur les fournisseurs clés. On va entrer vraiment dans les détails par typologie des produits. On va vous donner quelques je pense, dizaines de noms des usines vérifiées. On va aussi vous déballer quelques éléments de notre étude tendance mondiale du sourcing. Voilà, nous vous remercions avec Stéphanie. Merci à tous. Voilà, et dans tous les cas, on a aussi l'enregistrement de ce webinaire qu'on va mettre en ligne sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, bonne soirée.